Bonjour Jean-Yves Le Drian. Bonjour. Bonjour. Les armes existent pour pouvoir les utiliser. La Russie est prête à une guerre nucléaire, prévient Vladimir Poutine. Le président russe qui a vanté dans un entretien télévisé hier ces armes nucléaires, je cite, plus avancées que celles des États-Unis. Est-ce qu'il faut prendre cette déclaration pour une menace ? Vous savez, depuis le début du conflit ukrainien, régulièrement, le président Poutine agite la crainte nucléaire, uniquement pour faire peur aux opinions publiques occidentales. Il le fait à des moments difficiles, lorsqu'il sent que ça ne va pas aussi bien que ça devrait aller. Mais il le fait régulièrement. Donc ce sont des rodomontades qui apparaissent dans l'actualité et en fonction des événements. Là, peut-être aussi parce qu'on est à l'approche de l'élection en Russie, où on est quasiment dans le processus électoral. Et sans doute aussi parce qu'il y a eu des déclarations. Il y a eu cette réunion à Paris le 26 février, où les Européens ont manifesté leur volonté d'agir mieux, d'agir plus fort, d'agir plus vite en soutien à l'Ukraine. Tout ça l'amène à répéter de temps en temps, vous savez, j'ai l'arme nucléaire. C'est moins le signe de sa détermination que de sa fébrilité ? Peut-être de la fébrilité. Lorsqu'il y a eu l'intervention de la Russie en Crimée en 2014, il avait déjà dit « j'ai l'arme nucléaire ». À plusieurs reprises depuis, dans un moment difficile, il dit j'ai l'arme nucléaire, nous donc aussi, là, mais c'est pas le sujet. Et il dit j'ai l'arme nucléaire que je n'utiliserai que si l'existence même de la Russie était remise en cause. C'est pas le cas. Donc c'est pas le cas. Alors c'est pas le cas pour personne. Justement, dans le même temps, le président russe dit aussi, je cite, que la Russie est prête à des négociations sur l'Ukraine, mais elle devrait se fonder sur la réalité et non sur de folles envies induites par l'utilisation de psychotropes. C'est sa phrase. Traduction. On est toujours dans la provocation, mais en réalité, concernant l'Ukraine, la Russie, le régime russe n'a pas changé d'option depuis le début. Ils veulent la dénazification, j'utilise le terme qu'ils provoquent régulièrement. Ils veulent en fait que l'Ukraine devienne un État satellite, comme auparavant du temps de l'Union soviétique. Ils veulent surtout que l'Ukraine n'ait plus d'autonomie nationale. Et donc, tant que c'est ainsi, les orientations de la politique russe ne peuvent pas faire l'objet de négociations. Vous n'allez pas demander aux Ukrainiens de négocier sur la disparition de leur État. Donc en fait, il ne peut pas y avoir de négociations tant que Vladimir Poutine est là. Dans l'état actuel des choses, je ne vois pas ce qui peut se passer. Il faut dire aussi, parce qu'on est à 2 ans de la deuxième agression. Il y a une première en Crimée. Finalement, la Russie a raté. Il faut quand même se le dire de temps en temps. A raté quoi ? L'opération spéciale qui devait faire en sorte que les Ukrainiens se rallient à l'armée russe et soient enthousiastes pour leur présence, que les opérations se mènent très rapidement et qu'au bout de quelques semaines, Kiev, le gouvernement Zelensky, soit mis par terre et qu'il y ait un nouveau régime, ça n'a pas eu lieu. Sauf que la suite de la guerre, il y a eu raison, ça dure depuis 2 ans. Oui. Elle tournait plutôt ces dernières semaines, ces derniers mois à l'avantage de la Russie. Absolument. Et c'est la raison pour laquelle le président de la République a provoqué 2 ans après, le 26 février, une réunion des chefs d'État et de gouvernement de l'Union européenne pour savoir comment, ensemble, on peut aller plus vite, plus fort en soutien à l'Ukraine, parce qu'il y avait 3 raisons à cela. Il y avait d'abord le fait que l'opération, la contre-offensive ukrainienne n'a pas eu les résultats escomptés, on le sait. Il y a la deuxième raison, c'est parce que les Russies commençaient à grignoter un peu la ligne de front, en particulier dans l'Est, et que cela était préoccupant, même s'il n'y a pas eu de percée. Il y a eu du grignotage. Bon. Et puis il y avait quelques inquiétudes ukrainiennes. Et puis il y avait sans doute aussi une forme d'habitude, peut-être de lassitude, sur l'existence de ce conflit chez nos voisins. Et puis en dernier lieu, il y avait cette préoccupation, qu'est-ce qui va se passer si Trump gagne ? Donc tout ça nécessitait un sursaut. Il y a eu ce sursaut. Oui, mais alors le sursaut a été provoqué. Jusqu'où le sursaut ? Voilà. Et en particulier parce que les chefs d'État et de gouvernement de cette réunion initiée par le président Macron se sont mis d'accord sur plusieurs objectifs à développer ensemble. La coproduction de capacités militaires sur le territoire de l'Ukraine, le déminage sur le territoire de l'Ukraine, le renforcement de la cybersécurité et la cyberdéfense en Ukraine. C'est d'ailleurs un des éléments de l'accord de sécurité qui a été voté par le Parlement hier et avant-hier. Et puis, il disait aussi, nous devons protéger la Moldavie,
Ils ont dit cela, prendre les moyens pour protéger la Moldavie et aussi prendre les moyens pour assurer la sécurité de la frontière de l'Ukraine auprès de la Biélorussie. Tout cela, ce sont des engagements nouveaux et qui, à mon avis, ont permis un sursaut, une prise de conscience à un moment donné où les Ukrainiens... Mais avec des frictions, Jean-Yves Le Drian, tout le monde est d'accord pour dire qu'il faut envoyer des armes, que ce soit en France ou plus d'armes, mieux d'armes, et essayer de les réaliser et de les constituer sur le territoire ukrainien. Là où Emmanuel Macron s'est isolé, même par rapport à nos alliés, c'est quand il a évoqué l'éventualité d'envoi de troupes. La France s'est retrouvée bien seule. Moins on en dit, mieux on agit. A publiquement taclé l'ancien président de la République, François Hollande, dont vous avez été le ministre aussi. Il a raison sur ce principe. Il aurait dû se taire, le président Macron. Moi, il faut pas dire ce que l'on fait et le faire. C'est ce qu'a dit le président Hollande. Sur ce point, il a raison. Ça s'appelle l'ambiguïté stratégique. Semer le doute. Et moi, je dirais en même temps, et c'est ce qu'a dit le président de la République, le président Macron, certes, ne pas dire ce que l'on va faire et le faire, mais aussi ne pas dire ce qu'on ne fera pas. Ouais, ne pas se poser de limites. Oui. Parce que si on délimite le terrain de jeu, à ce moment-là, on indique à notre adversaire comment il faut jouer. Donc il faut semer le doute. Et ce qu'a voulu faire le président de la République, c'est de semer l'ambiguïté, de faire en sorte que... Il n'a pas semé l'ambiguïté, au contraire, il a montré les divisions. Il a permis une prise de conscience de l'ampleur du sujet, mais l'ambiguïté stratégique, et c'est un élément essentiel des conflits armés. Et je pense qu'il a eu la bonne idée de laisser ce doute. Il n'est pas question de co-belligérer. Nous n'allons pas déclarer la guerre à la Russie. D'ailleurs, il faut quand même rappeler que c'est la Russie qui a déclaré la guerre à l'Ukraine. Donc, remettons les choses en point. Alors justement, c'est quoi la limite de la co-belligérance ? C'est une ligne de crête difficile à tenir, comme toutes les lignes de crête, mais qu'il faut tenir et que nous tenons, et sur laquelle, d'ailleurs, le Parlement a donné son soutien, c'est-à-dire soutenir à fond l'Ukraine pour empêcher la Russie de gagner, et ne pas rentrer dans le combat. Nous ne sommes pas des belligérants et nous n'allons pas l'être demain. Jean-Yves Le Drian, on vous retrouve juste après le fil info. Il est 8h40, Mathilde Romagnan. La laïcité à l'école est plus que jamais menacée, selon Gabriel Attal. Le Premier ministre promet la mise en place de cellules d'appui pédagogique pour aider les professeurs confrontés à des résistances, voire des contestations de leurs enseignements. La mort d'un jeune homme de 18 ans hier soir à Aubervilliers, en Seine-Saint-Denis, dans une collision entre son scooter et une voiture de police. Après un refus d'obtempérer, son passager a été placé en garde à vue. Il est blessé. 2 enquêtes ont été ouvertes, dont une de l'IGPN, la police des polices. Contre la mode éphémère et jetable, les députés étudient aujourd'hui un texte pour freiner la fast fashion et son impact sur l'environnement, avec un système de malus par exemple pour les industries les plus polluantes ou une interdiction de la publicité pour la vente de vêtements à prix cassé. Le football et le PSG qualifiés en demi-finale de la Coupe de France après sa victoire 3-1 hier face à l'OGC Nice. En demi, les Parisiens affronteront le Stade Rennais le 3 avril prochain au Parc des Princes. France Info. Le 8-30 France Info, Jérôme Chapuis, Salia Braclia. Et toujours avec l'ancien ministre des Affaires étrangères et de la Défense, Jean-Yves Le Drian. Vous nous disiez que le 26 février, les Alliés étaient tombés d'accord, notamment sur les modalités de l'aide à l'Ukraine, mais il y a quand même pas mal de frictions depuis. Il y a d'ailleurs demain, à Berlin, une réunion entre le Polonais Donald Tusk, Emmanuel Macron et l'Allemand Olaf Scholz. L'heure est à l'apaisement entre la France et l'Allemagne ? Oui, je pense qu'il y a eu ce débat sur les troupes au sol a été un peu confus. Moi, je rappelle les réalités. Il y a un instant, c'est le maintien de l'ambiguïté stratégique et ne pas définir nous-mêmes nos propres limites, parce qu'à ce moment-là, on donne des billes et on donne des cartes à l'adversaire. Au-delà de cela, la réunion qui a eu lieu a permis des avancées significatives que j'ai évoquées tout à l'heure. Mais sur ce qui s'est dit depuis, et notamment Olaf Scholz, qui a laissé entendre d'ailleurs que des soldats français, en tout cas des instructeurs français étaient déjà sur le sol ukrainien, tout ça, ça crée des frictions. Son refus d'envoyer des missiles longue portée, ça aussi, ça crée des frictions. Il y a quelques difficultés avec l'Allemagne, c'est vrai, il ne faut pas se le cacher, mais je pense que la réunion de demain, qui s'appelle la réunion du triangle de Weimar, c'est-à-dire avec l'Allemagne et la Pologne, qui sont finalement dans l'Union européenne les 3 pays qui ont les forces les plus importantes et qui représentent le poids
politique et économique le plus important. Je pense que cette réunion-là va permettre d'apaiser les tensions et de renforcer le soutien à l'Ukraine. Le sujet principal, c'est le soutien à l'Ukraine. Alors justement, sur ce soutien à l'Ukraine et cet accord conclu avec Volodymyr Zelensky, il est aussi prévu que la France soutienne l'Ukraine dans son adhésion à l'Union européenne, mais aussi dans son entrée dans l'OTAN. Ces objectifs affichés, c'est ce qui a fait que le RN, le Rassemblement national, s'est abstenu lors du vote à l'Assemblée mardi, et que la France insoumise a voté contre. Comment vous interprétez leur attitude, vous ? Moi, ce que je remarque d'abord, c'est l'émergence, à la fois à l'Assemblée nationale et au Sénat, d'un bloc démocratique très significatif en nombre de voix, qui dépasse les clivages politiques traditionnels d'opposition-majorité, pour le soutien à l'Ukraine, contre l'agression russe, pour le renforcement de l'aide, pour un accord de sécurité avec l'Ukraine. Bref, tout ça, c'est une très bonne nouvelle. Mais il y a les 2 exemples que je vous ai cités. Oui, alors il y en a un qui se lave les mains. Le Front National, c'est Ponce Pilate. Ah oui, il y a des Ukrainiens qui souffrent. Ah oui, il y a la Russie qui agresse. Ben, je m'en lave les mains, je m'abstiens. C'est pas mon sujet. C'est grave dans la situation dans laquelle nous vivons. C'est grave de remettre ainsi en cause l'intangibilité des frontières et d'accepter que ça se fasse. C'est grave de ne pas participer à la défense des valeurs démocratiques et à notre propre sécurité. Mais je m'en lave les mains. C'est ça, M. Bardella. Bon, eh bien les Français le sauront désormais. Et la France insoumise ? La France insoumise, c'est pas nouveau. M. Mélenchon a toujours été proche de certains critères de l'ancienne Union soviétique. Il faut le laisser à ses fantasmes. Mais sur le fond, il parle quand même de garanties mutuelles à apporter pour réfléchir à la paix. J'ai vu la garantie mutuelle de M. Bompard, mais c'est quand même incroyable que ce pays, la Russie, qui est agresseur, qui tue des Ukrainiens, qui remet en cause les frontières d'un État, sa souveraineté, que ce pays-là qui agresse, on veut lui donner des garanties de sécurité. Mais ça veut dire quoi ? Par contre, que la Russie soit en train aujourd'hui de complètement déséquilibrer l'ordre de sécurité en Europe, c'est une réalité qui remonte déjà à plusieurs années. La Russie a systématiquement remis en cause les accords de sécurité et de stabilité en Europe qui avaient été patiemment élaborés au cours des années précédentes. Poutine a détruit ce système-là. Il n'y a plus d'accord sur le ciel ouvert, il n'y a plus d'accord sur l'observation des forces conventionnelles de part et d'autre, il n'y a plus d'accord sur les forces nucléaires intermédiaires, parce que la Russie a démantelé cela. Et on voudrait donner des garanties de sécurité. Enfin, M. Bompard, quand même. La Russie, qui, par la bouche de Vladimir Poutine encore hier, a annoncé qu'elle allait déployer des soldats à la frontière avec la Finlande qui vient d'intégrer l'OTAN. C'est une escalade ? Non, ça fait partie de l'agitation à peu près normale dans une situation de conflit comme aujourd'hui. La Russie a déjà mis en place des forces en Biélorussie pour secourir le dictateur biélorusse. Bref, ça c'est plutôt l'écume des jours. Avant de passer au conflit au Proche-Orient qui nous inquiète aussi, juste cette déclaration du président Vladimir Poutine sur l'attitude de notre président Emmanuel Macron. Vladimir Poutine explique qu'il agit ainsi par ressentiment en raison de l'influence grandissante de la Russie en Afrique. Le président Macron agit à l'égard de l'Ukraine par la volonté de respecter l'intégrité de l'Ukraine et la sécurité et la paix en Europe. Tout autre commentaire n'a pas lieu. Concernant l'Afrique, c'est relativement récent que le président Poutine reconnaisse que les mercenaires Wagner étaient en fait des mercenaires soutenus et vilipendés par la Russie. On est en guerre, au moins en guerre hybride, comme le disent un certain nombre de personnalités avec la Russie ? Nous ne sommes pas en guerre avec la Russie. C'est la Russie qui est en guerre avec l'Ukraine. Il faut rappeler les principes, la réalité des choses. Mais la France semble une cible parfois, notamment d'un certain parce nombre que de la groupes, France et on parle de guerre hybride. leadership de l'ensemble de soutien à l'Ukraine. Et c'est pour ça qu'elle est particulièrement visée. Mais la réalité, c'est que c'est la Russie qui est en guerre contre l'Ukraine. C'est pas la France qui est en guerre contre la Russie. Jean-Yves Le Drian, pas de trêve ou de cessez-le-feu à Gaza malgré le Ramadan. On est même loin d'un accord, dit le Qatar. Les États-Unis ont perdu toute influence ou alors ils jouent un double jeu? Ce qui se passe à Gaza est dramatique. Autant j'avais été horrifié par les attaques du Hamas le 7 octobre dernier, autant j'ai dit à plusieurs reprises qu'il y avait à respecter le droit d'Israël à sa sécurité, autant ce qui se passe là maintenant, cette hyper-violence indiscriminée, est épouvantable, révoltant. Et pourquoi les États-Unis n'aident en rien davantage? Ça n'aide en rien
pour la suite à la sécurité d'Israël. Parce que, en termes militaires, on dit souvent qu'il faut d'abord établir l'état final recherché, l'effet final recherché. Qu'est-ce qu'on cherche ? On cherche à éradiquer le Hamas. Oui, à quel moment on va dire, ça y est, on a éradiqué le Hamas? Il n'y a pas de carte de membre du Hamas. Et le Hamas est une idéologie. Et ce n'est pas en éliminant des milliers d'enfants, des milliers de femmes, des milliers d'hommes sur Gaza qu'on va éradiquer le Hamas. Mais une fois qu'on a dit ça... À un moment donné, il faut s'arrêter. Il faut se poser parce que de toute façon, la seule solution possible pour assurer la sécurité d'Israël pour l'avenir, c'est l'existence de deux États. Netanyahou n'en veut pas. Mais il n'y a pas de choix. Et d'ailleurs, aujourd'hui, toute la communauté internationale le dit. Et donc, pour ce faire, il faut une trêve, il faut que les otages soient libérés et qu'ensuite, on engage progressivement. Ça sera très long. Vous voyez bien que ça ne marche pas, c'est ce que vous dites depuis des mois et ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Pourquoi parce qu'il n'y a pas... Pourquoi les États-Unis qui fournissent des armes faut d'abord demander n'agissent pas plus? Il faut d'abord demander aux responsables israéliens, M. Netanyahou, pourquoi ça ne marche pas. Ensuite, c'est vrai que les États-Unis sont aujourd'hui dans une situation très particulière. Ils fournissent des armes, mais en même temps, ils fournissent l'aide humanitaire pour secourir ceux qui ont été victimes des armes. Donc ça devient compliqué. C'est un double jeu ? Je ne suis pas sûr que ce soit un double jeu. En tout cas, c'est une contradiction. Il faut que cette contradiction soit dépassée et que la pression américaine sur les autorités israéliennes soit telle qu'ils renoncent, en particulier demain, au bombardement de Rafah. Parce que si on bombarde le Sud, que vont devenir les Palestiniens ? Hier, l'UNRWA, l'organisation des Nations Unies pour la Palestine, disait qu'il y avait plus d'enfants morts à Gaza qu'en 4 ans de conflit, en 4 mois de guerre, qu'en 4 ans de conflit. C'est une guerre contre les enfants, disent les Nations Unies. C'est un désastre. C'est un désastre scandaleux. C'est un désastre qui me révolte. Mais si les enfants sont ciblés, ça veut dire qu'il faut des sanctions. C'est un désastre aussi pour Israël. Parce qu'est en train de se préparer des générations de gens qui vivront dans le ressentiment. Tout ce que fait aujourd'hui le Premier ministre Netanyahou va contre l'intérêt d'Israël, à mon avis. Je ne suis pas israélien. Mais une fois qu'on a dit ça, Jean-Yves Le Drian... Oui, une fois qu'on a dit ça, il faut imposer la trêve. Mais imposer la trêve et des sanctions, encore une fois, quand les enfants sont ciblés. Oui, des sanctions sans doute, mais d'abord imposer la trêve, c'est l'urgence. Sortir les otages, c'est Mais quand même, vous entendez ceux qui disent pourquoi on n'est pas aussi ferme avec Netanyahou qu'avec Poutine? Mais ça renforce aussi, je pense, le sentiment de ressentiment global que l'on retrouve dans les pays que l'on appelle le Sud global. C'est-à-dire que le deux poids deux mesures. Ce radicalisme de la position israélienne ne favorise pas la respiration internationale, fait créer des tensions avec tous les risques qui peuvent se présenter d'extension du conflit. Moi, j'ai peur à l'extension du conflit parce que le grand gagnant de tout ça, c'est l'Iran. Le grand gagnant de la situation actuelle, c'est l'Iran. L'Iran qui a empêché qu'il y ait un accord entre l'Arabie Saoudite et Israël. Rappelez-vous, c'est le début des opérations. L'Iran qui a montré que finalement Israël n'était pas totalement invincible. L'Iran qui aujourd'hui a remis la question palestinienne au cœur des débats et s'en fait le porte-parole principal. L'Iran qui fait jouer ses proxys, comme on l'a dit, pour éventuellement montrer qu'on pourrait avoir une extension du conflit. Mais face à ça, ce soit en mer Rouge, que ce soit au Liban ou ailleurs. Et l'Iran qui, pendant ce temps-là, poursuit ses opérations pour être doté de l'arme nucléaire. Voilà quelle est la réalité de la situation. Donc il faut arrêter. Jean-Yves Le Drian, vous êtes avec nous jusqu'à 9h. On va vous retrouver juste après le fil info. Il est 8h51, Mathilde Romagnan. Tout le monde est contre les groupes de niveau, sauf Gabriel Attal. Selon Sophie Vénétité, la secrétaire générale du SNES-FSU, le Premier ministre le maintient. Ils seront la règle en français et en maths en 6e et en 5e dès la rentrée de septembre. Dans ces matières, la classe entière sera l'exception. Les syndicats appellent à la grève ce mardi. Le gouvernement saisit le procureur de la République pour des soupçons de faits à caractère antisémite à Sciences Po Paris. Lors d'un rassemblement pro-palestinien avant-hier, une étudiante affirme que l'accès à l'amphithéâtre lui a été refusé en raison de sa confession juive. Le PDG de TikTok appelle ses utilisateurs américains à se faire entendre. Le réseau social chinois est menacé d'interdiction aux États-Unis. Washington soupçonne Pékin d'espionner ses utilisateurs. Ils sont 170 millions aux États-Unis. Le football, le Borussia Dortmund et l'Atlético Madrid sont les 2 derniers clubs qualifiés hier soir pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. Chacun connaîtra son adversaire demain lors du tirage au sort à Nyon en Suisse. France Info.
Le 8-30 France Info, Jérôme Chapuis, Salia Bracchia. Toujours avec l'ancien ministre des Affaires étrangères, de l'Europe et de la Défense aussi, Jean-Yves Le Drian. Il y a la guerre à Gaza, mais il y a aussi des frappes israéliennes au Liban. Vous qui êtes le représentant personnel d'Emmanuel Macron dans ce pays, au Liban, que dit la France sur ce qui se passe entre le Hezbollah et Israël ? Il faut absolument éviter qu'un nouveau front de conflit s'ouvre à la frontière entre le Liban et Israël. Alors, cette frontière est un peu compliquée. Il y a une ligne bleue qui date de la fin des affrontements de 2006, sur lesquels les uns et les autres ne sont pas tout à fait d'accord. Et il y a une résolution des Nations Unies que la France avait initiée, qui s'appelle la résolution 1700, peu importe, et qui définit les frontières et les droits des uns et des autres par rapport à cette ligne bleue. Il faut revenir à ces fondamentaux-là et en parler pour éviter une déflagration. Je ne crois pas que le Hezbollah souhaite une confrontation. Je ne crois pas qu'Israël le souhaite non plus, sauf que il y a peut-être des éléments, et en Israël et dans le Hezbollah, qui le souhaitent, et des accidents peuvent arriver, et à ce moment-là, il y a un déclenchement, un engrenage qui peut être dramatique. C'est la raison pour laquelle je reviens sur la nécessité de la paix, de la trêve à Gaza, et en plus dans un pays, au Liban, qui aujourd'hui n'a pas encore réussi à se doter d'un président de la République après près de 2 ans d'une assemblée qui ne sort pas de ces conflits internes. Je souhaite que les Libanais prennent conscience du côté dangereux de l'absence de responsabilité au plus haut niveau de l'État au moment où nous sommes dans une phase de tension très grande dans la région. Jean-Yves Le Drian, est-ce que vous vivez dans la hantise de la réélection de Donald Trump ? Ce sont les Américains qui doivent le dire. Ce qui aujourd'hui manifeste, c'est que le débat va permettre un deuxième affrontement entre Joe Biden et Donald Trump. Ce qui manifeste aussi, c'est que Donald Trump, première version, c'était pas un accident. Et cela doit interroger et interpeller les Européens. Parce qu'il y a aux États-Unis une longue histoire d'isolationnisme. Donald Trump étant l'exemple le plus extrême, le plus nationaliste, le plus exacerbé, le plus imprévisible de ces isolationnistes, mais ça existe. Rappelez-vous, même pendant la guerre 39-45, ça n'a pas été évident, aussi évident qu'on le dit maintenant, de constater l'intervention américaine pour combattre le nazisme. Même quand Londres était bombardée, on aidait les Britanniques à reconstituer leur stock d'armes, mais on n'intervenait pas, il a fallu Pearl Harbor. Donc il y a et c'était Roosevelt. Il y a une certaine tendance à l'isolationnisme et aujourd'hui, les États-Unis sont dans cette ligne-là et Trump sera l'exemple le plus spectaculaire parce que le Trump 2 fera plus et mieux que ce qu'a fait le Trump 1. Trump qu'on a longtemps présenté comme une créature des réseaux sociaux. Alors là, aujourd'hui, dans les heures qui viennent de s'écouler, il y a un énorme débat qui monte aux États-Unis, mais aussi entre Washington et Pékin. Les Américains veulent interdire TikTok. Il y a eu des votes au Congrès. À l'instant, Pékin dénonce des méthodes de voyous. On connaît les liens entre TikTok, sa maison mère et la Chine. Il y a une question de souveraineté derrière ces questions de guerre informationnelle et de réseaux sociaux. Oui. Ce qui me frappe quand même depuis 4 ans, c'est que les États-Unis ont rétabli leur puissance. Ce qui me frappe, c'est aussi la bonne santé économique des États-Unis aujourd'hui. Mais en même temps, ce qui me frappe, c'est la fracturation de la société américaine. Les deux en même temps. Et donc, la prise de conscience de la force que représentent les États-Unis, le rebond qui s'est produit depuis 4 ans sous la présidence Biden, n'est pas partagé par tous. Simplement, il faut que les Européens, aujourd'hui, s'interrogent sur leur propre destin, en sachant que sans doute, peut-être demain, j'espère que non, il y aura un repli isolationniste américain encore plus fort qu'aujourd'hui. Si j'essaie de traduire vos propos, ça veut dire qu'il va falloir assurer notre propre sécurité, ne plus compter sur les Américains. Si, j'espère que les Américains continueront à respecter les fondamentaux de l'Alliance Atlantique et du traité de 1949. Mais c'est pas sûr. Si Trump est réélu, il y a un danger pour l'OTAN ? C'est possible. Je ne veux pas anticiper, je le souhaite que non. Mais il y a des déclarations récentes qui montrent qu'il y a un doute. Et donc, dans le doute, il vaut mieux se solidifier soi-même. Et donc, du coup, l'Europe doit
faire en sorte qu'elle puisse assurer au sein de l'Alliance un pilier européen significatif et donc renforcer son effort de défense. Sauf qu'il y a des agendas qui se télescopent. Il y a effectivement l'élection américaine en novembre prochain et puis là, dans 3 mois, les élections européennes avec cette extrême droite qui progresse. Ce sera le sujet, mais je constate que ce sera le sujet des Européens. Je pense que ce sera le sujet principal. Ça ne sera pas le seul. Et le sujet principal, ce n'est pas uniquement la sécurité militaire. Ça en fait partie. Mais il y a aussi l'affirmation de la souveraineté européenne, de l'autonomie stratégique, qui n'est pas une autonomie uniquement militaire, mais qui est aussi une autonomie industrielle, une autonomie économique, à l'égard de laquelle, pendant très longtemps, l'Union européenne a été rétive. Mais aujourd'hui, la donne a changé. Jusqu'à une armée européenne, Jean-Yves Le Drian ? Ça, c'est un terme un peu... c'est pas le bon mot qu'il faut. Parce que c'est Valérie Ayé, la tête de liste, qui évoquait ce mot. Les mots qu'il faut, c'est une défense européenne commune à l'intérieur de l'Alliance, autant que faire se peut. Tant que cette alliance durera, il faut qu'elle tienne. C'est-à-dire faire en sorte qu'il y ait une interopérabilité des forces les unes avec les autres. Quand je regarde les budgets, le budget de défense de la Russie, même s'il a beaucoup augmenté les temps derniers, et le budget consolidé de l'ensemble des États européens, en intégrant la Grande-Bretagne, on est largement au-dessus. Donc on a les moyens financiers de faire en sorte. Le problème, c'est qu'on ne travaille pas suffisamment ensemble, et en particulier dans la production d'armement. Il ne faut donc pas qu'on dépende du vote d'un électeur en Caroline du Nord pour assurer notre sécurité. Il faut quand même anticiper. Jean-Yves Le Drian, merci d'avoir été l'invité de France Info ce matin. Je vous laisse en compagnie de Salia Braclia. Dans 5 minutes, les informer, le programme, Salia. Ils seront la règle et non l'exception. Gabriel Attal persiste sur les groupes de niveau en français et en mathématiques au collège, malgré la contestation des syndicats enseignants. Pourquoi veut-il aller au bout ? On en parle dans un instant avec Renaud Dely et ses informés. A tout de suite sur France Info.